Ces derniers temps, la France vit des heures assez sombres concernant les catastrophes. Des feux se sont déclarés tout l'été et ont provoqué du coup de gigantesques incendies. Résultat de l'histoire, 42 000 hectares brûlés et 224 000 personnes délogées. Et dites-vous qu'à l'échelle de l'histoire, cette catastrophe, c'est pas la pire. Je pourrais vous parler de l'incendie de Londres en 1666, du tsunami de 2004 qui a frappé l'océan Indien, ou même de l'éruption du Vésuve qui a rayé de la carte la ville de Pompéi. Et les éruptions de volcans, eh bien le monde hispanique, il n'en est pas protégé. Sauf qu'aujourd'hui, on va pas aller en Espagne, mais on va traverser l'Atlantique pour se retrouver en Colombie. C'est donc un épisode spécial Amérique latine. Mais bon, ça va pas être l'épisode le plus joyeux de la chaîne, hein. Je préfère vous prévenir. Déjà car ça parle d'un moment très sombre du pays, mais aussi parce que ça implique une jeune fille de 13 ans. Mais bon, ça, je vous en parlerai plus tard. Moi, c'est Doriano de la chaîne La Banane. Je suis le meilleur prof d'histoire du monde, de l'univers et évidemment de tous les temps. Et avant toute chose, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Moi, ça me pousse dans l'algorithme et je suis vraiment à ça de monétiser ma chaîne. Et donc par extension, vivre de ma passion. Parce qu'aujourd'hui, ça me rapporte rien. Je suis pauvre, c'est tout. Mon but plus tard, c'est de vous offrir les meilleures vidéos possibles sur le monde hispanique. Et croyez-moi, quand j'aurai plus de budget, eh bien je vous préparerai du lourd. C'est une promesse, une vraie promesse. Bon, revenons à notre sujet de base. La pire catastrophe naturelle de Colombie. Mais pour mieux comprendre comment cette catastrophe est devenue la journée la plus tragique du pays, petit récap historique et géographique. Le Nevado del Ruiz est un volcan situé en Colombie, au cœur de la cordillère des Andes, dans la région centrale du pays. Culminant à plus de 5300 mètres d'altitude, il fait partie du parc naturel national de Los Nevados. C'est une zone montagneuse, très connue pour ses paysages montagneux, mais aussi pour ses activités volcaniques. Ce volcan est recouvert d'un important glacier, un élément clé pour comprendre la catastrophe qui va suivre. Car ici, le danger ne vient pas directement de la lave ou de l'explosion, mais de la combinaison entre la chaleur du volcan et la glace qui la recouvre. Et donc du coup, c'est précisément ce mélange qui va transformer cette éruption en une véritable catastrophe. Une catastrophe qui, à première vue, semblait pourtant évitable. Historiquement, le Nevado del Ruiz est un volcan actif depuis des milliers d'années. Les populations locales ont déjà été confrontées à ces éruptions bien avant le drame de 1985. Oui, j'avoue que j'ai un peu oublié de le dire, le moment des faits se passe en 1985. Dès le 19e siècle, des archives font état d'épisodes éruptifs accompagnés de coulées de boue meurtrières appelées lahars. Ces coulées, formées par la fonte brutale des glaciers, peuvent dévaler les pentes à grande vitesse et parcourir de dizaines de kilomètres, détruisant tout sur leur passage. Autrement dit, le scénario de 1985 n'était pas inédit. Il s'était déjà produit. Mais malgré ses précédents, l'histoire va tragiquement se répéter. Malgré cette activité connue, la région autour du volcan s'est fortement peuplée au fil du temps. Des villes comme Armero, situées à environ 70 km du volcan, se sont développées dans des zones pourtant exposées au risque. Armero, en particulier, était construite sur les dépôts d'anciennes coulées volcaniques. Preuve que le danger avait déjà existé dans le passé. Mais avec les années, la mémoire du risque s'est estompée. Et du coup, ça a laissé place à un sentiment de sécurité trompeur. Et c'est justement ce sentiment de sécurité qui va jouer un rôle déterminant dans le drame à venir. Dans les mois précédant la catastrophe de 1985, plusieurs signes annonciateurs apparaissent. Des secousses sismiques, des émissions de gaz et de cendres, ainsi qu'une activité inhabituelle du volcan. Des scientifiques tirent sur la sonnette d'alarme et alertent les autorités sur un risque imminent d'éruption de volcans et surtout de lahars. Des cartes de risque sont même établies, montrant clairement que certaines villes, dont Armero, sont en danger direct. Pourtant, ces avertissements ne seront pas suivis d'actions directes suffisantes. En partie à cause d'un manque de communication, de moyens et de coordination. Tout est là sous les yeux de tous, mais rien ni personne ne bouge. Et donc du coup, c'est dans ce contexte, entre menaces connues et sous-estimation du danger, que la catastrophe du Nevado del Ruiz va se produire. Un drame qui n'est pas seulement naturel, mais aussi profondément humain. Car il résulte autant de la puissance du volcan que des décisions ou d'absence de décisions prises en amont. Et maintenant que tout est en place, il ne reste plus qu'à comprendre comment en une seule nuit, tout a basculé. Le 13 novembre 1985, en fin de journée, le Nevado del Ruiz entre en éruption. L'explosion en elle-même n'est pas particulièrement massive comparée à d'autres éruptions dans le monde, mais ce n'est pas l'explosion qui va causer le plus de dégâts. Très rapidement, la chaleur libérée par le volcan commence à faire fondre une partie du glacier qui recouvre son sommet, et c'est là que tout bascule. Des millions de mètres cubes de glace se transforment en eau, se mélangent aux cendres et aux roches volcaniques pour former une immense coulée de boue, les fameux lahars. Ces torrents destructeurs dévalent les flancs du volcan à une vitesse pouvant atteindre plusieurs dizaines de kilomètres par heure. Silencieux, dans l'obscurité de la nuit, ils suivent des lits de rivière et grossissent au fur et à mesure de leur descente, devenant de véritables murs de boue incontrôlables. Et pendant que ces coulées avancent, la majorité des habitants, eux, ils dorment encore. Ils sont totalement inconscients de ce qui va leur arriver. Aux alentours de 23h, les premiers lahars atteignent les vallées en contrebas. En quelques instants, des villages entiers se font balayer. Mais c'est surtout la ville d'Armero qui va être frappée de plein fouet. Située directement sur le passage de ces coulées, elle n'a quasiment aucun
aucune chance. Une vague de boue, de débris et d'eau submerge la ville, détruisant maisons, routes et infrastructures. Tout disparaît sous plusieurs mètres de boue en l'espace de quelques minutes. Et l'obscurité, la pluie et le chaos rendent toute tentative de fuite quasiment impossible. Les survivants décriront une scène apocalyptique, des cris dans la nuit, des bâtiments qui s'effondrent et une force impossible à arrêter. Et beaucoup d'entre eux n'ont même pas le temps de comprendre ce qui leur arrive. D'autres tentent de fuir, mais la puissance d'Elahar est telle qu'elle emporte tout sur son passage. En l'espace de quelques heures seulement, Armero est quasiment rayé de la carte. Au petit matin, l'ampleur de la catastrophe commence à apparaître. Là où se trouvait autrefois une ville vivante, il ne reste plus qu'un immense champ de boue et de débris. Les secours, dépassés par l'ampleur du désastre, mettent du temps à arriver. Les routes sont détruites, les communications sont coupées et l'accès à la zone est extrêmement difficile. Et le bilan humain, quant à lui, est catastrophique. Plus de 20 000 morts en une seule nuit. Mais au milieu de ce chaos, des histoires vont émerger. Des histoires individuelles, humaines, qui vont marquer le monde entier. Et parmi elles, celle d'une jeune fille va devenir le symbole de toute cette tragédie. Cette fille, c'est Omaira Sanchez. Parmi les décombres d'Armero, au milieu de cette mer de boue, une histoire va bouleverser le monde entier. Celle d'Omaira Sanchez, une jeune fille de 13 ans piégée sous les débris de sa maison. Lorsque les secours la localisent, elle est consciente, coincée jusqu'au cou dans l'eau et la boue, incapable de bouger. Très vite, les sauveteurs comprennent la gravité de la situation. Ses jambes sont emprisonnées sous un bloc de béton, des poutres et le reste de son habitation. Chaque tentative pour la libérer est extrêmement risquée. La tirer pourrait aggraver ses blessures ou provoquer sa noyade immédiate. Pour la sauver, il faudrait du matériel lourd, mais celui-ci mettrait des heures, voire des jours à arriver. Je vous rappelle qu'on est en 1985 et les moyens de l'époque, c'est pas les mêmes qu'on a aujourd'hui. Donc il faut trouver une solution, et vite, car la petite, elle s'affaiblit à chaque minute qui passe. Pendant ce temps, Omaira reste là, immobile, entourée d'eau glacée. Les secours font tout pour la maintenir en vie. Ils lui parlent, lui donnent à boire, tentent de la rassurer. Et malgré la douleur et la fatigue, elle reste incroyablement lucide. Elle discute avec les sauveteurs, chante parfois et pense même à sa famille. Son calme et son courage frappe tous ceux qui l'approchent. Et c'est aussi à ce moment-là qu'un photographe français, Franck Fournier, arrive sur place. Témoin direct de la scène, il capture un cliché qui va faire le tour du monde. Sur cette image, on voit le visage d'Omaira, épuisé mais digne, entouré par l'eau sombre et les débris. Ses yeux, marqués par la fatigue et la souffrance, fixent l'objectif, et à travers lui, le monde entier. Cette photographie, intitulée plus tard La Agonia de Omaira Sanchez, c'est-à-dire l'agonie d'Omaira Sanchez, deviendra l'une des images les plus marquantes du XXe siècle. Et d'ailleurs, elle a même été récompensée notamment par le World Press Photo. Mais au-delà de sa puissance visuelle, elle va aussi déclencher un débat mondial. Fallait-il prendre cette photo ou bien l'aider à survivre? Donc pendant que le monde découvre ce visage à la télévision et dans les journaux, sur place, la réalité continue. Les heures passent, puis les jours. Mais la situation ne s'améliore toujours pas. L'eau qui l'entoure commence à infecter ses blessures, son corps s'affaiblit progressivement et les équipes sur place sont impuissantes, coincées entre le manque de moyens et l'urgence absolue. Face aux caméras, elle continue de faire preuve d'un courage hors du commun. Elle parle, répond aux questions, garde espoir. Mais son état se dégrade de plus en plus. Son regard devient alors le symbole d'une tragédie qui dépasse son propre destin. Une image qui va choquer, émouvoir et interroger profondément sur ce qui aurait pu être fait pour éviter une telle situation. Et après près de 60 heures de lutte, son corps finit par lâcher. Omaira Sanchez meurt sur place sans avoir pu être libérée. Sa disparition provoque une onde de choc à travers le monde. Elle devient le visage de la catastrophe du Nevado del Ruiz, mais aussi le symbole de l'impuissance face à un drame qui pour beaucoup aurait pu être anticipé. Et si son histoire a bouleversé autant de personnes, c'est aussi parce qu'elle soulève une question dérangeante. Comment une telle tragédie a-t-elle pu se produire? Mais surtout, pourquoi n'a-t-on pas pu faire plus? Au lendemain de la catastrophe, l'ampleur des dégâts dépasse tout ce que la Colombie avait connu jusque-là. La ville d'Armero est quasiment rayée de la carte. Ensevelie sous plusieurs mètres de boue, les infrastructures sont détruites, les routes coupées et les communications interrompues. Mais au-delà des dégâts matériels, c'est surtout le bilan humain qui choque. Plus de 20 000 personnes ont perdu la vie en une seule nuit. Des familles entières disparaissent, laissant derrière elles un vide immense. Les survivants, eux, doivent faire face à un paysage apocalyptique, où tout ce qui constituait leur quotidien a disparu. Et cette tragédie, elle s'ajoute aussi à un coût économique colossal. Les pertes financières se chiffrent en centaines de millions de dollars pour l'époque, un montant énorme pour un pays qui est la Colombie dans les années 1980. Entre la destruction des habitations, des terres agricoles, des infrastructures et les opérations de secours, le pays est durement touché. La catastrophe ralentit le développement de la région et laisse
derrière elle des conséquences économiques qui se feront sentir des années après. Très rapidement, la réaction ne se limite pas aux frontières colombiennes. À l'international, l'émotion est immense. Des images comme celle d'Omeira Sanchez font le tour du monde et provoquent une onde de choc. Des aides humanitaires arrivent de nombreux pays, des ONG se mobilisent et les médias relaient massivement l'événement. En Colombie, la population exprime à la fois sa solidarité, mais aussi sa colère. Le gouvernement, de son côté, est fortement critiqué par son manque de préparation et de réactivité face aux alertes pourtant bien réelles. Donc du coup, face à ce drame, le pays est contraint de se remettre en question. Dans les années qui suivent, la Colombie met en place un plan plus structuré pour la gestion de catastrophes naturelles. Des institutions spécialisées sont créées, des systèmes de surveillance volcanique sont renforcés et des plans d'évacuation sont développés dans des zones à risque. L'objectif est clair, ne plus jamais être pris au dépourvu face à ce genre de catastrophe. Aujourd'hui, la Colombie dispose de dispositifs bien plus avancés pour anticiper et gérer les catastrophes naturelles. Le Nevado del Ruiz est étroitement surveillé, avec des alertes régulières et des protocoles d'urgence prêts à être activés. Des exercices d'évacuation sont organisés et la population est davantage sensibilisée au risque. Bien que le danger soit toujours présent, le pays est désormais mieux préparé à y faire face. Mais au-delà des mesures techniques, la catastrophe d'Armero reste avant tout une leçon. Elle est devenue un cas d'école dans le monde entier, illustrant les conséquences dramatiques d'une mauvaise gestion des risques. Elle rappelle que les catastrophes naturelles ne deviennent que des tragédies humaines, que lorsque l'anticipation et la communication échouent. Et c'est précisément pour cela qu'encore aujourd'hui, la ville d'Armero n'est pas seulement un souvenir, mais un avertissement. Voilà, je pense avoir tout dit en tout cas pour cette malheureuse histoire, cette histoire assez tragique de la Colombie. Ça fait 40 minutes que j'enregistre, je vous avoue que c'est un petit peu un record. Donc du coup, voilà, je suis sorti un peu de l'Espagne aujourd'hui pour aller en Amérique latine, hein, plus précisément en Colombie. Donc des épisodes comme ça, spécial Amérique latine, je vais essayer d'en faire une fois tous les 4 à 5 vidéos, et en fonction évidemment des sujets, en espérant que le prochain sujet soit un petit peu plus joyeux. Ma niche, c'est certes l'Espagne, mais aussi, je ne l'oublie pas, le monde hispanophone de manière générale. Et des pays qui parlent espagnol, il y en a 21. Ça fait beaucoup. Du coup, j'en aurai beaucoup de choix de sujets. Du coup, j'avais pas envie de parler de la Colombie à travers l'histoire de Pablo Escobar ou même du trafic de drogue, etc., etc. Donc, j'ai choisi ce thème. Bon, après, vous me direz, thème pas très joyeux quand même. Comme d'hab, si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre en commentaire si la vidéo vous a plu, et évidemment, à la partager un maximum. Moi, ça me pousse dans l'algorithme et ça me donne encore plus envie de faire ce genre de vidéo. Bon, je pense avoir tout dit les amis. Prenez soin de vous, la santé c'est extrêmement précieux. Moi je vous dis à très vite. Adios amigos.